Merci d'être là à tous les courageux du dimanche matin après 2 jours d'intenses débats et réflexions. Donc ce matin c'est un peu différent de ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, parce qu'on va pas vraiment faire un débat inversé exactement sur les mêmes modalités que ce qu'on a pu faire les autres jours. En fait, parce qu'on a donc la chance d'avoir 3 invités qui vont nous présenter ce qu'on a appelé des utopies qui changent des vies. Et aujourd'hui, donc, ce sera, enfin, le motif de cette table ronde, c'est la transition écologique, c'est possible, la preuve. Donc, en fait, exceptionnellement, je ne vais pas commencer par le public. C'est nos intervenants qui commenceront, pour qu'ils puissent nous présenter leur projet. Et ensuite, vous aurez la parole. Et là, par contre, le débat s'installera. Ouais, je sais. Donc après, par contre, le débat se fera comme aussi librement et avec vos remarques et vos commentaires, comme sur tous les autres. Aujourd'hui, donc pour la transition écologique, nous avons la chance d'avoir Hélène Gassin, administratrice de Negawatt, association qui produit tous les 5 ou 6 ans des scénarios pour la transition énergétique de la France. Elle nous présentera le scénario sur la production renouvelable et la consommation. Madeleine Charru, directrice de Solagro, à l'origine du scénario de transition agricole et alimentaire After 2050, qui gère en fait la partie biomasse du scénario Negawatt. Donc voilà, les 2 interventions se compléteront. Et enfin, Jean-François Caron, maire de Los-Angoël depuis 2001, ancien vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui a mis en place les premiers projets de développement durable. Et en fait, sa ville est un exemple et sert d'objet d'expérimentation et d'exemple pour de nombreuses villes en France et en Europe. Donc voilà, je vais les laisser présenter leur projet, tout en vous distribuant quelques documents qui nous ont été amenés par les intervenants, et comme ça vous pourrez aussi avoir des infos complémentaires. Donc voilà, Hélène Gassin, à vous de commencer. Je vous confie mes documents, du coup. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors je vais faire un résumé très très succinct du scénario Negawatt, puisque on n'a pas beaucoup de temps et on est là plutôt pour les échanges que pour présenter tout. Juste, je vous dis avant, tous les détails, y compris des magnifiques vidéos, des graphiques dynamiques, etc., sont sur le site de l'association negawatt.org. Donc quelques mots pour vous présenter, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'association Negawatt. C'est une association qui a été créée en 2001, qui est une association essentiellement de praticiens. Tout le monde est adhérent à titre individuel, mais c'est essentiellement des professionnels de la maîtrise de l'énergie, du développement des énergies renouvelables, des gens qui travaillent dans les services énergie des collectivités. Donc c'est un réseau plus qu'une ONG au sens massif. Donc on a un peu plus de 1000 adhérents. Et un budget annuel, parce que la transparence veut ça, d'à peu près 200 000 €, ça dépend des années. Donc Negawatt, c'est né en 2001 avec à l'époque une approche un peu nouvelle de la question énergétique. En tout cas en France, à l'époque c'était un peu nouveau. Et l'approche, elle est basée sur un triptyque qui est la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Donc dans le scénario Negawatt, dont je vais vous présenter les résultats, je vous épargne la méthodologie et tous les détails que vous trouverez sur le site. Il faut savoir que cette approche est essentielle, puisque souvent on parle beaucoup d'énergie renouvelable, on parle un petit peu d'efficacité énergétique, mais on ne questionne pas les usages de l'énergie comme la sobriété. Donc dans le scénario, la sobriété, qu'on approche sous différents angles, sobriété dimensionnelle. Alors je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde, le poids des voitures. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures qui font plus d'1 tonne ou pas? Donc ça c'est ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle. Il y a la sobriété d'usage, donc le nombre de kilomètres parcourus. Je prends l'exemple des voitures parce que ça permet d'illustrer, mais on peut le répéter dans tous les secteurs. Le nombre de kilomètres parcourus ou la vitesse.
Ça fait partie des questions de sobriété d'usage pour Négawatt. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la sobriété coopérative. Donc là, on va parler de covoiturage, d'autopartage et ce genre de choses. Donc juste pour vous illustrer ce qu'est la sobriété pour Négawatt. Et la sobriété, c'est crucial dans le scénario Négawatt et dans tous les scénarios qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. C'est 60% du problème. Donc on arrive avec la sobriété à réduire la consommation d'énergie de manière très très importante. Ensuite, on a l'efficacité. Donc c'est des notions qui sont plus connues. Pour Négawatt, l'efficacité, ça commence dès le début, c'est-à-dire y compris l'énergie grise, les matériaux qu'on va utiliser pour construire ou pour aménager le territoire, jusqu'au rendement des ampoules, donc avec des technologies de plus en plus modernes. L'efficacité, c'est 40% du chemin sur la maîtrise de l'énergie. Donc la maîtrise de l'énergie, pour nous, a vraiment deux volets, la sobriété et l'efficacité. Et c'est ce qui permet de développer ensuite un approvisionnement en énergie renouvelable qui réponde à ces nouveaux besoins redéfinis et qui donc permet d'atteindre beaucoup plus facilement le 100% renouvelable que si on n'avait fait aucun effort de sobriété ou d'efficacité. Donc l'approche de Négawatt, donc c'est ce triptyque, et c'est aussi partir des besoins de chaque service rendu. On ne part pas de térawattheures d'électricité, on part d'un besoin d'éclairage, on part d'un besoin de chauffage et on essaye d'y répondre en utilisant sobriété, efficacité et renouvelable de la manière la plus efficace possible. Mais c'est vraiment basé sur la satisfaction des besoins. Alors après, on peut hiérarchiser les besoins, hein. C'est des exercices qu'on fait régulièrement aussi à Négawatt, des choses qui sont absolument vitales, des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont superflues, et certaines qu'on peut considérer comme nocives. Voilà. Je pourrais prendre des exemples, mais je pense que ça viendra dans la discussion. Une précision, un scénario tel que le scénario Négawatt, c'est pas une prédiction, c'est pas une prévision, c'est pas la boule de cristal, c'est pas Nostradamus, c'est la description d'un avenir possible et souhaitable qui a pour objectif de servir d'aide à l'action. C'est-à-dire quand on a le scénario, on peut voir ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là, et ça permet, on l'espère, en tout cas c'est l'ambition, de guider notamment les politiques publiques pour atteindre cet avenir qui nous paraît souhaitable et pas du tout celui qui se profile si on ne fait rien. Donc en quelques mots pour aller vite, le dernier scénario, alors ça a été dit, Négawatt fait un scénario à peu près tous les 5 ans. Le dernier scénario date de 2017, il couvre jusqu'en 2050. C'est le troisième de l'association. Donc les résultats principaux, c'est 66% de réduction de la consommation d'énergie primaire. Donc on voit qu'on est sur une trajectoire très nettement à la baisse de la consommation d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est ce qu'on va extraire, donc les combustibles fossiles, etc. C'est pas les usages comme la mobilité ou des choses comme ça, c'est vraiment ce que l'on consomme qui est extrait, essentiellement aujourd'hui extrait du sol, et qui pèse sur le bilan environnemental. C'est 50% de la réduction de l'énergie finale, donc celle que vous consommez chez vous, en électricité, en gaz, etc. Donc on voit qu'on est sur des trajectoires ambitieuses, mais basées sur une approche qui les rend faisables, puisque dans le scénario, il n'y a aucun pari technologique. On part de technologies et d'outils, de savoir-faire, qui existent, certains plus ou moins développés, mais le point de départ, c'est de faire une trajectoire qui ne repose pas sur une potentielle rupture technologique qui apparaîtrait parce qu'on nous a dit qu'en 2030, on arriverait à faire telle ou telle chose. On est parti de ce qui a été fait au moins aujourd'hui en termes de démonstrateurs essentiellement en Europe, mais parce qu'on a regardé ce qui se passe, mais voilà, il faut avoir ça en tête. Il n'y a pas de promesse délirante. Autre résultat majeur, c'est 100% d'énergie renouvelable. Alors, en étant vraiment très précis, c'est 99,7% d'énergie renouvelable. Il y a petit reliquat, mais c'est important d'être précis. C'est un objectif de neutralité carbone. Alors c'est devenu à la mode depuis, on a entendu beaucoup parler de neutralité carbone, notamment par le gouvernement. Donc nous c'était déjà dans le scénario, avec une neutralité carbone définie comme zéro émission nette. C'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre sont compensées par des puits de carbone, et là c'est plutôt
C'est essentiellement sur le côté forestier et agricole du scénario qu'on va retrouver ça, mais Negawatt a regardé vraiment l'ensemble des gaz à effet de serre, pas uniquement les émissions de CO2 elles-mêmes, pour arriver à la neutralité carbone au sens zéro émission nette. J'insiste parce qu'il y a des débats sur la définition de la neutralité carbone, donc pour nous c'est très clair. Après, quelques autres résultats qui sont, je le précise, on va dire des bénéfices collatéraux. C'était pas la clé d'entrée du scénario. Un bénéfice collatéral, c'est que sur la période 2017-2050, le scénario Negawatt économise 370 milliards d'euros comparé au scénario tendanciel, donc si on fait rien, ou si on continue comme avant. Alors ça paraît beaucoup, 370 milliards, de 2017 à 2050, c'est pas grand-chose. Hein. Faut être honnête, mais c'est pas plus cher. En tout cas, la transition énergétique vue par Negawatt, elle est pas plus chère que le laisser faire. Et puis, c'est aussi bénéfice collatéral, 600 000 emplois. Là encore, c'est pas, je vais pas vous dire qu'on va régler les problèmes de chômage ou d'emploi en France avec le scénario, mais en tout cas, on ne dégrade pas. Et on améliore le bilan en emploi avec une qualité d'emploi. Et là, vous avez des détails aussi sur le site internet des aspects socio-économiques du scénario qui ont été traités après le scénario. C'est d'abord un scénario physique, énergétique, et derrière, on a regardé sa qualification sociale et économique. Donc il y a des secteurs qui perdent, des secteurs qui gagnent. Comme dans toute transition, il y a des gagnants et des perdants. Il est impératif d'accompagner cette transition. Mais on a beaucoup d'emplois sur la rénovation des bâtiments, beaucoup d'emplois sur les énergies renouvelables, qui sont des emplois locaux, localisés, difficilement délocalisables, et qui amènent donc le contenu de chaque emploi est légèrement différent du scénario tendanciel. Autre bénéfice collatéral, puisque ce n'était pas un des objectifs donnés en entrée du scénario, c'est une division par 3 des émissions de particules fines, et donc de la pollution de l'air, avec les questions de santé publique qui vont avec, notamment dans les zones urbaines. Donc je ne sais plus combien de temps il me reste. 2 minutes. Bon, alors je vais, en vraiment quelques mots, les réductions de consommation que j'ai évoquées, c'est à 60% dans le transport. C'est un sujet qui est rarement traité. En France, on est souvent sur l'électricité et le bâtiment, mais le transport, c'est 60% du résultat du scénario. Les bâtiments, c'est 56% de réduction, beaucoup par la rénovation thermique des bâtiments, puisque la chaleur, c'est l'essentiel des consommations, et aussi beaucoup de travail sur la maîtrise de la consommation d'électricité. Et puis dans l'industrie et les matériaux, une réduction de 46% avec des changements de filière et des ajustements. Voilà, donc dans la production, donc je vous ai dit 99,7% de renouvelables. On a l'éolien et la biomasse solide qui représentent 250 TWh chacun, donc c'est les deux gros morceaux de la production. Et puis on a du photovoltaïque et du biogaz qui représentent 150 TWh chacun à peu près en équivalent. Une illustration, parce que souvent on nous accuse de plein de choses, en nombre d'éoliennes, parce que ça fait partie des sujets qui sont sensibles. En nombre d'éoliennes, ça fait 18 000 éoliennes sur le territoire, je parle des éoliennes terrestres. Aujourd'hui en Allemagne, il y en a 29 000. Voilà. C'est pour vous donner une illustration. Le scénario Negawatt, c'est moins que l'Allemagne aujourd'hui en termes de nombre d'éoliennes. Elles n'ont pas tout à fait la même puissance que les éoliennes actuelles, mais voilà, c'est important aussi d'avoir ces chiffres-là en tête. Et puis, dans des intérêts collatéraux, on va dire, des bénéfices collatéraux, il y a pour le coup 100% d'indépendance énergétique, parce qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de l'indépendance énergétique de la France, mais quand on regarde dans les détails, elle n'est pas terrible. Donc ça veut dire aussi l'indépendance vis-à-vis de pays producteurs, de ressources, voilà. C'est beaucoup de relocalisation. Un rôle des territoires majeur, ça c'est vrai pour la maîtrise de l'énergie, c'est vrai pour les énergies renouvelables, donc des emplois locaux. C'est évidemment des bénéfices en termes de précarité énergétique, puisque quand on rénove massivement les logements, on va rénover, et nous on propose en priorité les logements des personnes en situation de précarité, puisque si on fait des programmes de rénovation, autant aller directement. C'est une forte réduction de la consommation de ressources, de matériaux, de métaux, etc. Donc un exemple, on réduit de 40 millions de tonnes la consommation de béton aujourd'hui. Donc on passe de 100 millions de tonnes à 60 millions de tonnes de consommation de béton. Et ça aussi c'est un des sujets. L'éolien c'est 1,2 million de tonnes dans le scénario Negawatt, donc c'est pas l'éolien qui va... voilà. Et un point de vigilance,
qui est vrai pour toutes les transitions. Quand on dit transition, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. On parle en termes d'activité économique, en termes de territoire. Et pour nous, il est absolument essentiel d'accompagner secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs qui vont perdre et des secteurs qui vont gagner, et évidemment d'accompagner aussi territoire par territoire, parce que selon le modèle économique du territoire, il a beaucoup plus à perdre ou à gagner selon comment s'engage la transition. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Madeleine Charrue, transition toute naturelle. Merci. Alors donc un petit mot sur Solagro. Solagro est une entreprise associative qui existe depuis une quarantaine d'années. On se targue aujourd'hui d'imaginer, promouvoir et accompagner les transitions agricoles, alimentaires et énergétiques. Il y a 40 ans, on parlait d'alternatives, on était un peu plus hérétiques, mais on dit à peu près toujours la même chose depuis ce temps-là. Alors, on a fourni quelques experts à la compagnie Negawatt, donc on a travaillé à ce scénario, et Hélène l'a dit, vous avez vu, la biomasse représente une part importante des énergies renouvelables. Du coup, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va produire cette biomasse et dans quelles conditions ? Est-ce qu'on va devoir réenforester toute la France? Est-ce qu'on va devoir intensifier notre modèle déjà bien intensif? Entre-temps, il y a la question du climat qui s'est invitée. L'agriculture, c'est notre chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir diviser nos émissions de gaz à effet de serre. Le secteur agricole, l'objectif, c'est de diviser au moins par 2. Donc, comment on va faire? Et il faut regarder tout ça de plus près. Est-ce qu'on peut à la fois satisfaire nos besoins, alors nos besoins alimentaires, nos besoins en énergie, nos besoins en matériaux, parce que s'il n'y a plus de pétrole, il va falloir que la biomasse produise quelques matériaux, et tout en produisant de façon respectueuse par rapport à notre environnement, alors le respecter, voire le restaurer pour ce qui concerne les masses d'eau, la biodiversité, l'air qu'on respire, nos sols. Voilà, donc on est dans une équation difficile, nourrir tout le monde, produire des choses plus diversifiées, avec au passage des surfaces agricoles qui diminuent du fait de l'artificialisation. C'est sur les dernières périodes, on artificialisait 60 000 hectares par an. C'est la disparition environ d'un département tous les 7 ans, c'est énorme. Donc les terres diminuent, la population augmente, 72 millions d'habitants en 2050, et puis les rendements agricoles, surtout avec les aléas climatiques, ont plutôt tendance à stagner. Donc un peu comme, je ne vais pas redécrire, mais comme l'a fait Negawatt, on a mis toutes les données sur la table, ou plutôt dans un tableur, pour regarder comment les surfaces, les besoins, tout ça, les kilos, les rendements, comment ça pouvait fonctionner. Alors la bonne nouvelle du matin, c'est que oui, c'est possible. C'est possible de nourrir tout le monde, même de nourrir mieux tout le monde, de produire l'énergie dont on a besoin dans des conditions plus respectueuses de notre environnement. Alors c'est possible à condition de faire évoluer quand même quelques éléments. Et le premier élément à faire évoluer, c'est notre assiette. À l'instar du scénario Negawatt, on est parti des besoins, nos besoins de nourriture. On a regardé ce qu'on consommait par rapport à ce qu'on a besoin de consommer. Alors, premier élément, on consomme, enfin on achète, on met dans le circuit beaucoup plus que ce dont on a besoin, et on gaspille beaucoup. 180 kilos par an et par personne de nourriture consommables d'une façon ou d'une autre sont mises hors circuit, enfin sont réduites à l'état de déchets. C'est 180 kilos sur environ 900 ingérés. Donc c'est un rapport important. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, les assiettes des cantines qui repartent pleines, nos fonds de frigo qu'on laisse moisir, les invendus des magasins, etc. Il y a là déjà une marge de progrès très importante, parce que tout ce qu'on ne gaspille pas, on n'a pas besoin de le produire. Donc premier élément.
Ensuite, le deuxième élément, c'est peut-être le volet efficacité, c'est réviser nos besoins de protéines. Alors pourquoi nos besoins de protéines ? Parce qu'aujourd'hui, 80% de la surface agricole de la France est destinée à nourrir les animaux. Alors avec une grosse partie de prairies, dont on ne peut pas faire beaucoup autre chose, mais aussi beaucoup de nos céréales sont produits pour nourrir les animaux. Donc il est important de regarder plus précisément ce volet-là. Or, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on observe quand on observe nos consommations de protéines ? Déjà, on consomme en moyenne 90 grammes par jour et par personne. Nos besoins nutritionnels sont de 52 grammes par jour et par personne. Ça dépend des âges, des corpulences, tout ça, mais c'est une moyenne. Hein. Donc déjà, on a là une surconsommation de protéines. Alors on peut imaginer baisser notre surconsommation. Ensuite, la consommation moyenne des Français, c'est 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales. Et là, les nutritionnistes disent que si on inverse les proportions, 1 tiers de protéines animales, 2 tiers de protéines animales, on se porte plutôt mieux. Et on a un impact très fort sur nos surfaces utilisées, sur nos émissions de gaz à effet de serre, parce que je vous ai dit c'est 80% des surfaces, mais notre alimentation protéique, c'est aussi 80% des émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation, puisque les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est comme partout, un peu de CO2 avec l'utilisation d'énergie, mais c'est surtout beaucoup de méthane, hein, avec les émissions des ruminants et des effluents d'élevage, et puis de protoxyde d'azote avec les engrais azotés, utilisés éventuellement pour faire des fourrages pour les animaux. Donc on peut fortement réduire tout ça, et c'est là qu'on gagne sur les émissions de notre assiette. Alors, un peu moins de viande, plus de céréales, plus de légumes, plus de produits à coque. On tombe sur une assiette de type méditerranéen ou démitarien, ou enfin, il y a plein de noms qui existent. Et la bonne surprise récente, c'est qu'on a été invité par le programme Nutrinet Santé. C'est un programme où les gens déclarent toutes les semaines ou tous les jours ce qu'ils mangent, et il y a une évaluation de leur état de santé. Il y a une cohorte de 200 000 personnes, je crois, qui fonctionne depuis une dizaine d'années. Et peu à peu, dans cette cohorte, s'est distinguée une cohorte bio, c'est-à-dire de gens qui mangent majoritairement bio. Et donc on a été invité par l'INSERM et l'INRA à comparer les assiettes des consommateurs bio et des consommateurs non bio en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation de surface et d'utilisation d'énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs bio consomment d'eux-mêmes beaucoup moins de viande, c'est-à-dire qu'ils ont un régime assez proche de ce qu'on préconise dans l'assiette after pour des raisons de climat, d'agriculture, etc. Et du coup, ils ont bien, les résultats, c'est qu'ils ont bien une assiette qui a moins 40% de gaz à effet de serre par rapport aux consommateurs conventionnels. Alors pas parce qu'ils mangent bio, mais parce qu'ils mangent effectivement moins de produits, moins de viande et de produits laitiers. Hein, et puis, cette étude confirme complètement, alors sur la base de déclarations de gens qui mangent tous les jours, nos travaux sur l'impact finalement d'une assiette différente sur le climat, la consommation d'énergie et les capacités de production. Et puis deuxième chance, on va dire, c'est que nos politiques santé évoluent. Vous connaissez peut-être le programme national nutrition santé, qui, on le connaît, c'est celui qui dit manger 5 fruits et légumes par jour, donc qui est en révision. Et normalement, je dis normalement parce que ça ferraille beaucoup aujourd'hui avec les industriels de l'agroalimentaire, et ça fait plus d'1 an presque qu'on attend la sortie de ce programme. Mais en tout cas, le Haut Conseil pour la santé publique donne les messages suivants: moins de viande rouge, plus 1 ou 2 fois des légumineuses par semaine, moins de produits laitiers,
Et cerise sur le gâteau, plus de légumes, mais moins contaminés par les pesticides, avec une recommandation d'avoir au moins 20% de légumes non contaminés par les pesticides, enfin fruits et légumes non contaminés par les pesticides. Donc aujourd'hui, les questions de santé publique, de climat et d'agriculture se rejoignent totalement. Donc, je ne sais pas combien il me reste de temps. 1 ou 2 minutes, alors je vais aller vite. J'ai dit qu'il y avait 2 volets, c'est le volet évolution de l'assiette, hein, c'est le côté besoin, réduire nos besoins. Et puis l'autre côté, donc je ne vais pas avoir le temps de développer, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs dans la salle, c'est faire évoluer nos modes de production, donc vers des systèmes de production qui préservent davantage nos ressources et qui soient plus résilients vis-à-vis du changement climatique. Alors on va trouver les cultures associées, la lutte biologique, enfin l'agroforesterie et enfin, toutes les pratiques d'agroécologie qui sont aujourd'hui déjà bien développées. Et je vous invite pour ça à aller voir le site OSAE, Oser l'agroécologie, qui est un site qui rassemble des expériences plutôt d'agriculteurs, hein. C'est plein de petits films, de vidéos, de gens qui expliquent pourquoi ils ont changé de système et comment ils s'y prennent, donc pour expliquer à d'autres agriculteurs. Il y a des fiches techniques, il y a des synthèses, il y a tout un tas de trucs très intéressants. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on montre que c'est possible. C'est des agriculteurs qui pratiquent, qui vivent bien, de leur métier et qui rendent les choses possibles. Donc un système alimentaire qui préserve le climat, notre santé, celle de nos agriculteurs. Je crois que tous ceux qui sont dans la salle peuvent voter pour 3 fois par jour. Et après, pour que ce soit accessible au plus grand nombre et puis de développer à l'échelle voulue, c'est sur les territoires que ça se passe. Et je crois que je vais donner la parole à Jean-François Caron pour qu'il nous explique comment on s'y prend. Alors d'abord pour l'énergie, mais aussi pour ces questions d'alimentation. On gagne du temps dans les transitions, c'est là qu'on gagne les courses. Bon, c'est compliqué là, parce qu'il m'a été demandé de résumer 25 ans d'action du réel, de donner les résultats, l'analyse de ce qui a permis ça et ce qu'on peut en faire en changement d'échelle. Donc ça va être un peu à la serpe. Et vous êtes obligé de me croire sur parole, j'ai pas le temps de faire de démonstration. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire non plus. Bon. La première chose que je voulais dire, c'est que le problème auquel on est affronté, c'est un problème de passage d'un ancien modèle de développement à un nouveau modèle. L'ancien modèle est mort parce qu'il est basé sur un accès infini aux ressources et que par définition c'est pas possible, que la raréfaction des ressources engendre des conséquences sociales maximum et donc que c'est pas tenable, et qu'en plus les impacts de ce modèle changent l'atmosphère et la planète et que c'est pas tenable. Donc le modèle est mort. C'est comme une grenouille à qui on a coupé la tête. Le problème c'est que les pattes elles bougent encore pendant un moment, elles font comme ça. Et que, oui, il y a encore des signes de l'agitation de cette fin de modèle. Alors, globalement, la société, c'est l'intérêt d'être maire, c'est qu'on n'est pas maire que des alternatives, des écolos, des gens qui ont envie de changer le monde. La vie, la réalité d'une commune, c'est plein de gens, voilà. Et c'est intéressant de regarder à quel moment, pour eux, ça change. Ce qui est intéressant dans l'analyse de la population de l'os, c'est que même ce que j'appellerais des petites gens, enfin, c'est pas du tout péjoratif dans ma tête, hein, disent ça peut plus durer. Et donc il y a une perception que ça peut plus durer. Et qu'on est à la fin du modèle, de ce moule qui, en gros, pour moi, a commencé à la Renaissance, les grandes découvertes, l'augmentation de la puissance de feu de l'homme, et là, on arrive à un moment, c'est la fin. C'est la fin de ce modèle-là. Bon. Le problème, c'est que le nouveau modèle n'est pas encore apparu et que donc devant nous, il y a du brouillard. Et que c'est difficile de se mettre en transition quand on n'a pas une vision de où on va, de se mettre en chemin. Donc on a 2 enjeux. Le premier, c'est de caractériser à partir des signaux faibles les endroits où le nouveau modèle peut commencer à apparaître, pour essayer de le caractériser, d'offrir une perspective. Et le deuxième, admettons même que le nouveau modèle, alors par exemple, le nouveau modèle, ça va être le renouvelable plutôt que le jetable. Ou par exemple, le nouveau modèle, c'est à cause de la société de la connaissance et du numérique, une modification de l'accès au savoir
Donc, une modification des exercices du pouvoir. Donc, des pratiques démocratiques, coopératives, qui sont extrêmement différentes. Par exemple, le Benelux, aujourd'hui, peut aller jusqu'à 60% d'énergie produite par des coopératives citoyennes. Là où notre modèle à nous, c'est le modèle EDF, extrêmement vertical, enfin je caricature, et donc c'est ce que Rifkin appelle le pouvoir latéral, société réticulée. Voilà des exemples de ce qu'on va trouver dans le nouveau modèle. Donc on a un premier enjeu, c'est comment on peut aider à le caractériser. On a un deuxième enjeu, c'est que c'est pas parce qu'on a envie d'arrêter de fumer qu'on arrive, ou qu'on a envie d'arrêter de manger quelque chose, du chocolat, tiens, et qu'on y arrive. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, on sait qu'il faudrait le faire, mais c'est vachement dur de le faire. Et donc on a un deuxième problème qui est celui de la transition, c'est-à-dire de la conduite de changement. Conclusion, pour moi, nos débats ne sont pas des débats d'énergie, ne sont pas des débats d'alimentation, ou de tout ce que vous voulez. Bien sûr, ça prend toute cette forme opérationnelle, mais ce sont des questions de changement d'imaginaire et de mise en perspective complètement différentes. Et donc c'est un débat de sciences humaines et sociales, et ce n'est pas un débat d'ingénieurs. Donc ça veut dire quoi de faire ce changement de modèle et cette transition? Donc Los Angeles, on a vachement de chance. Vraiment, c'est trop facile pour nous, parce qu'il y avait 9 puits de mine, le sol a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, tout s'est arrêté, donc c'est la merde totale. Ce qui veut dire qu'il y a eu un film qui a été fait sur l'os qui disait « Nous faut-il une bonne guerre ?» Ben, la question est posée. S'il n'y a pas de choc magistral, comment on arrive à enclencher un changement de modèle? C'est pas si simple. Nous, on a eu cette chance. Ceci dit, c'est pas si simple, parce qu'à 12 km de Los Angeles, il y a un Beaumont. Et donc, quand on va vers le nouveau modèle de développement, et qu'on a du mal parce que ça prend du temps, la logique, la tendance, ça peut être d'être réactionnaire. Dans un débat que j'ai eu avec cette chère Madame Le Pen à la région, vu que j'étais élu à la région, moi je portais l'inscription du bassin minier à l'UNESCO, je vous ai expliqué pourquoi les questions culturelles sont majeures de mon point de vue, et elle m'a dit, tout ça c'est des conneries de bobo, vous feriez mieux de réouvrir les mines. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la pensée réactionnaire. Alors à Los Angeles, du coup, alors pour l'anecdote, du coup on est laboratoire, on est le seul laboratoire national de l'ADEME sur la conduite de changement. Moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est ça vraiment le sujet. Alors des résultats, je prends ma brouette, je la déverse, et c'est juste des incantations que je dis. Enfin c'est, voilà, ça fait 15-20 ans qu'on consomme plus du tout d'eau potable dans la ville. Pour les usages de la ville, tout vient des systèmes de récupération d'eau qui sont installés dans tous nos bâtiments. Le terrain de foot n'est plus arrosé avec de l'eau Veolia, avec du chlore, mais avec de l'eau de pluie. C'est zéro phyto depuis je ne sais pas combien d'années. L'éco-construction, c'est depuis 1997. On a 10% des logements qui sont à moins de 150 € de chauffage par an. Un parc de logements, ça se modifie dans le temps long. Comme disent les journalistes, il n'y a pas besoin de faire un grand baratin sur le développement durable. Quand à la sortie de l'école, vous avez des gens qui payent 2000 € en électrique et qui se caillent, et de l'autre, des gens qui sont dans une maison qui ne consomment plus d'énergie. L'autre église a été la première de France en solaire. Maintenant, c'est toutes nos salles de sport, tous nos bâtiments. On a mis en place un dispositif citoyen, réunion publique il y a 4 jours. Et donc, on est en train de généraliser le solaire. Mon rêve, c'est que, collé à la Belgique, donc à la banquise, nous soyons les premiers à avoir une ville intégralement solaire. Ça aurait de la gueule. Sur le plan sociétal, on a vu une multiplication des associations par 2. La délinquance diminuait fortement, aucune attaque sur les écoles, les abribus, respect de l'espace public. Les gens de l'os sont aussi violents qu'ailleurs. Ils picolent autant qu'ailleurs, ils se tapent entre eux, mais sur l'espace public, il y a un respect prodigieux qui est notamment lié au fait que la ville est coproduite. On va y venir tout de suite après. Petite anecdote, on a été réélu avec 82,1% des voix. Le virgule 1 est extrêmement important parce que du coup, c'est le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Ce qui veut dire que les journalistes ont dit, enfin, c'est quand même bizarre, un écolo au pays des gueules noires, et 82% des gens votent pour la transition. Ce qui veut dire juste que c'est possible. Vous ne pouvez pas mettre l'épée dans les reins des gens dans l'isoloir. En 2014, d'ailleurs, il n'y a pas eu de liste contre nous, et on a fait plus de votants que sur la moyenne du département, alors qu'il n'y avait qu'une liste. Et ça, pour moi, c'est un énorme résultat. Bien sûr, ça fait plaisir d'être bien élu, surtout quand on est écologue, d'habitude on fait 3%. Donc là, c'est bon.
Mais au-delà de ça, ça veut dire que la transition n'est pas répulsive pour la population. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'en plus, ça vient complètement faire exploser les limites classiques, gauche, droite, etc. Et que les questions transitionnelles embarquent du monde au-delà des schémas classiques. Désolé, hein, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais bon, c'est notamment basé sur l'implication habitante. On a mis en place un système qui s'appelle 50-50, droit à l'initiative des habitants, élaboration collective, charte qui précise que les habitants font et la ville fait. Pourquoi ? Parce que pour moi, participation sans responsabilisation égale piège à con. Parce que les gens viennent dans les réunions, ils disent bah, « je veux ». Moi, je deviens opposé à la démocratie participative si elle n'est pas introduite avec des questions de responsabilisation. Sinon, c'est une posture de consommation de l'action publique. Alors, sur le plan économique, retour massif du commerce, bascule vers le bio. On va vers les 300 hectares sur 800 hectares de surface agricole utile. Et en même temps, un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire et des activités très high-tech. Bon. C'est extrêmement délicat là parce que ça fait vraiment narcissique là, ce que je vous raconte, mais j'essaye de vous donner des exemples pour dire que ce sont des résultats vrais, quoi, enfin concrets. Donc, tout ça, bon. Conclusion, ça fait système. Et je pense que c'est ça qui est de la difficulté du moment quand on le prend par l'énergie ou l'alimentation ou tout ça, c'est qu'à un moment donné, on vient buter sur la question de comment ça fait système. Et comment les initiatives, je dirais, filières, thématiques, elles trouvent un cadre qui lui permet de franchir. Or, du coup, la question qui se pose à l'os, c'est pourquoi ça fait système et comment s'enclenche le changement d'échelle. Donc on a beaucoup travaillé sur l'observation du réel. Alors, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc comment observer les désobéissances ? Qu'est-ce qui a permis que les désobéissances s'installent, les conditions sociologiques pour faire ça? Et du coup, on a travaillé ça dans un code source, mais comme il me reste 1 minute, vous me poserez une question sur le code source, et comme ça, je vous y répondrai, je regagnerai 1 minute. Mais en gros, ce code source, c'est de dire, on part de la question culturelle, donc qui on est, on ne renie pas notre histoire, on la reconnaît, on a une pensée en trajectoire. C'est pour ça que j'avais porté l'inscription à l'UNESCO de l'histoire des mineurs. Parce qu'on ne dit pas aux mineurs, si je dis aux mineurs, vous êtes des gros cons, vous avez fait du réchauffement climatique, surtout que c'est mes parents, donc c'est embêtant, ils vont me mettre un point dans la figure, pareil avec les agriculteurs intensifs. Par contre, si on reconnaît cette histoire qui a été à une époque donnée pour être en capacité de retrouver de l'estime de soi, de la confiance, de la fierté et de se projeter autrement, alors l'écriture d'un nouveau modèle, donc une page blanche à écrire, devient possible. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les conditions. Donc de ce code source, 4 piliers, donc socle de valeurs, 4 piliers, implication habitante. Vous vous rappellerez, vous me poserez des questions là-dessus. Non, je rigole, mais je ne peux pas le détailler, c'est ça que je veux dire. Pensée et action systémique, culture d'innovation et donc créer les conditions de la confiance pour installer la désobéissance, ce qui est un programme intéressant, et management de la transition par l'étoile et les cailloux blancs, c'est-à-dire on a besoin d'une étoile qui brille dans le ciel pour nous mettre en énergie, en désir. Moi je pense qu'on transforme la société par le désir et non pas par la morale et la contrainte. Donc comment on a une étoile qui brille, qui nous fait envie. Mais si cette étoile on ne peut pas y accéder, ça provoque de la frustration, de la sidération, de la colère. Donc il faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Notre étoile, par exemple, c'est la ville solaire. Les cailloux blancs, ça a d'abord été l'église, aujourd'hui c'est les salles de sport, demain c'est toutes les maisons, et on pourrait prendre ça au sens large. Je termine une phrase pour dire que du coup, ce travail-là, on l'a modélisé avec d'autres villes qu'on appelle villes pairs en France, où ça commence à faire système. Du coup, on en a extrait un référentiel de la transition qui est un référentiel de sciences humaines et sociales et non pas de technologie, etc. Et pour finir, du coup, je porte avec des amis l'idée d'une fabrique des transitions qui soit basée sur l'observation du réel et les changements d'imaginaire et tout ce que je viens de vous dire en quelques mots, qui soit un peu l'anti-ENA. L'ENA est une machine à reproduire le moule, par définition, puisque ce sont des excellents gestionnaires du système. Donc comment l'ENA, finalement, c'est surplombant. Et donc comment on invente un espace de co-construction bottom-up, c'est-à-dire qui monte du terrain, et donc ça veut dire affiner la recherche sur tout ce que je viens de dire, ça veut dire mettre en place une communauté apprenante, c'est pas par quelqu'un qui sait, c'est une logique de communauté apprenante, d'accompagnement de territoire et de formation. Je vous remercie.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc maintenant, je vous passe le micro pour poser toutes les questions sur la modélisation du code source ou sur sur les autres scénarios que vous voulez. Et comme ça, on a à peu près une demi-heure de temps d'échange voilà, jusqu'à 11h15. Oui, j'avais une question à Monsieur le maire. J'imagine que pour faire ça, il a fallu mobiliser des financements peut-être conséquents au départ. On peut imaginer qu'ensuite ça s'auto-entretient, mais le début a dû être difficile. Et du coup, est-ce que c'est reproductible, par exemple, sur une métropole comme celle de Lille, où là, on changerait complètement de dimension? C'est absolument pas une question de financement. Il y a des sujets où ça coûte plus cher d'aller vers cette logique-là. Si vous doublez l'isolation, c'est plus cher qu'une isolation de 20 cm, c'est plus cher qu'une isolation de 10 cm. Mais si vous infiltrez les eaux et que vous les récupérez, vous avez des stations d'épuration vachement moins dimensionnées, des tuyaux vachement moins dimensionnés. Et donc, il y a des endroits où c'est moins cher de faire ces logiques de transition. Il y a des endroits où c'est plus cher. Il y a des endroits où c'est le même prix. Vous mettez une maison exposée sud ou nord, c'est le même prix. Et la performance est considérablement améliorée si vous avez du solaire passif. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un coût et que Los Angeles, c'est 6,5 millions de budget de fonctionnement, 7000 habitants. Mon directeur des services techniques est parti à Aigues-Mortes, 15 millions de budget pour 7 millions d'habitants. Puis il est parti à Saint-Mandrier, je reste en contact avec lui au fur et à mesure de ses déplacements, c'est intéressant, 18 millions pour 7000 habitants. Los Angeles est donc une commune très pauvre. Par contre, il y a un coût à l'innovation, parce qu'il y a une ingénierie de l'innovation, et donc on est aidé, notamment par l'ADEME ou autre, pour en gros nous financer l'ingénierie du montage de l'opération. Mais en soi, ça n'est pas une question d'argent. Vraiment, ce n'est pas une question d'argent. Alors là, il nous faudrait 2 heures pour l'illustrer sur les questions d'énergie, sur les questions d'agriculture, sur plein de sujets. Mais c'est pas le. Alors, parfois, c'est le retour sur investissement qui permet de le payer. Le passage généralisé au LED qu'on a fait dans la ville s'équilibre en 6 ans. Ça veut dire que c'est une très très bonne opération financière. Donc, alors par contre, c'est le changement des représentations et des imaginaires qui est une difficulté. Et aller avec des mineurs et parler comme je viens de le faire devant vous, qui êtes tous. Enfin, en gros, on a tous ici des parcours de transformation personnelle. Quand vous prenez un petit-fils ou une petite-fille de mineur qui vote de base Front National, parce que tout le monde vote Front National chez nous, 5 députés sur les 8 en France viennent du bassin minier. Hein. Donc ça vous donne une idée de la difficulté à laquelle on est affronté. Et donc ce sont des questions d'imaginaire et de changement culturel. Ça, c'est dur. Et ça, c'est du temps long. C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'on en a pour une génération, si tout se passe bien. Los Angeles, c'est une génération, hein, pour faire apparaître autre chose. Merci à tous les trois. Et ma question s'adresse à vous, Monsieur Caron, parce qu'on est à la Charité-sur-Loire, il y a 5000 habitants, et il a été mis en place, il y a un certain nombre de mois, quelque chose qui s'appelle le PACET, le Plan Climat Air Énergie Territorial, avec un TEPOS, un territoire énergie positive pour la croissance verte. Donc tous les élus de la forêt de Bertrange se sont réunis, il y a eu un suivi de ce projet, et puis il y a eu, le président de la communauté de communes étant le maire de la Charité-sur-Loire, il y a eu une fronde contre les questions de transition, d'éoliennes. Ce qui produit le vent, les éoliennes. Ouais, les moulins, sinon chez nous c'est les moulins. Il y a eu une fronde contre les éoliennes et le maire a donc tout bloqué en disant on arrête, on va voir, etc. Donc, alors que ce que vous venez d'expliquer montre combien ça peut être un atout pour une ville de prendre ces directions-là. Donc voilà, je voulais à la fois informer et puis voir un peu comment on pouvait essayer de bouger ces lignes-là et de faire en sorte que nos élus rejoignent des questions absolument prioritaires. En 2 phrases, ça ne peut pas marcher d'amener des éoliennes à la Charité s'il n'y a pas eu l'esquisse de ce travail de transformation collective des représentations. Parce qu'effectivement, les gens prennent ça, c'est comme ceux qui vous disent on ne va pas remplacer le solaire, le nucléaire par le solaire. Enfin, si on est sur des schémas thématiques isolés dans des logiques en silo, on n'y arrive pas. On ne peut arriver à développer un mix énergétique que quand les représentations globales de comment va se faire le modèle de développement de demain vont faire appel, par exemple, au scénario négawatt. L'enjeu du scénario négawatt, c'est qu'il montre que c'est possible. La question, c'est comment les gens en ont envie
et le mettre en forme, mais dans des conditions systémiques. Par exemple, le processus d'implication des habitants vous amènerait à ce que la centrale éolienne soit une centrale villageoise avec des investissements locaux, et les projets éoliens portés par les habitants fonctionnent. Les projets éoliens portés par des collectivités ou des gros investisseurs privés se font tous taper. Donc typiquement, là, la question de l'implication habitante est absolument majeure pour une construction collective. Donc le problème, c'est qu'il faudrait que le maire de la Charité-sur-Loire ait une conversion à un changement de modèle. Et tant que ça n'est pas fait, il va le prendre ça va être pris par des filières techniques ou isolées qui font que ça vient se fracasser sur toute une série d'autres difficultés. Sur le sujet, je peux me permettre de dire, invitez votre maire aux prochaines rencontres TEPOS, puisqu'il y a un réseau des territoires à énergie positive. Il se trouve que les prochaines rencontres sont à côté de chez vous. En plus, elles vont avoir lieu à Clamecy. Et honnêtement, pour vivre ces rencontres depuis plusieurs années, je pense qu'elles devraient être remboursées par la sécurité sociale, parce que c'est vraiment un endroit où on retrouve des gens comme Jean-François Caron, des territoires qui sont engagés, qui marchent, qui partagent leurs expériences, et franchement, ça fait du bien et ça, c'est entraînant. Je pense, ça fait aussi une transition. Vous ne nous avez pas invité à poser cette question, mais je le fais. Installation de la désobéissance, ça se passe comment ? Alors, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi, c'est-à-dire que vous avez enfreint la pensée unique pour développer une autre solution. Ça peut être l'infiltration des eaux quand on la met dans le tuyau. Il y a plein d'exemples. Bon. Alors, ça peut être par le frontal ou l'ironie. Le préfet m'a interdit pendant plus d'1 an d'utiliser l'eau de pluie pour les toilettes de l'école primaire Basely. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je lui ai envoyé un courrier et je lui ai dit que je pensais qu'il avait vraiment raison, que c'était vraiment très très embêtant si un enfant descend sa tête dans la cuvette des WC et va laper l'eau au fond du WC, mais que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt le pipi ou le caca des élèves avant qui pose problème plutôt que ce soit de l'eau de pluie. Le préfet ne m'a jamais répondu. Et j'ai passé outre son interdiction et jamais personne n'est venu me condamner. Donc il y a des moments, ça peut être rugueux. Par contre, ce que je voudrais surtout dire, c'est que, en fait, une innovation, c'est donc une prise de risque, ce qui veut dire qu'il faut avoir le droit à l'erreur. Sinon, on n'entreprend pas. Les enfants à qui vous empêchez de s'affronter au monde, il faut créer des espaces de ce type-là. Donc la question, c'est comment on crée les conditions collectives de l'acceptation à l'erreur. Et donc c'est la question de la confiance, et c'est la question de l'incrémentation des innovations. Si je prends l'exemple des terris qui incarnent un peu Los Angeles, au début c'était de commencer à dire on va préserver les terris, et on y a développé des sons et lumières, des actions de ce type. Puis ça a été l'idée d'y faire du land art, avec les habitants de la ville, avec les tucs, on a fait des grandes décorations à grande hauteur. Puis plus tard, ça a été l'arrivée de la première école de parapente au nord de Paris. Puis plus tard, ça a été l'inscription des terris au patrimoine de l'humanité. Il se trouve que les terris de Los font exactement la hauteur de Khéops. Donc c'est vachement bien de dire que les pyramides des mineurs valent l'histoire des pharaons. Puis plus tard, donc ça a été l'inscription à l'UNESCO. Puis plus tard, quand il y a eu la COP 21, c'était la seule visite de terrain où on accueillait les chefs d'État au pied des terris. Ce que je veux dire par là, c'est que cette montée en puissance des expérimentations, de la valorisation des résultats, fait monter les gens dans le train, si vous voulez. Et que du coup, les conditions collectives de la prise de risque et de la désobéissance à la pensée unique, parce que sur le réglementaire, il faut quand même faire attention, on peut se retrouver un jour en prison quand même. Et donc, du coup, c'est bien cette idée du travail, de la capacitation, de l'empowerment, retrouver du pouvoir d'agir, mais collectif. C'est une question individuelle, la mutation est une question individuelle, mais est une question collective. Et ça ne marche que quand les deux se répondent. Donc, ça veut dire comment on travaille le corps social pour créer des conditions de confiance, d'engagement, de mise en mouvement, qui vont faire qu'ensemble, on décide de porter des risques. Et là, par exemple, ça va se traduire par l'investissement citoyen dans le plan solaire de la ville. Et voilà. Bon, j'arrête là, sinon c'est trop long. Ce que je vous propose, c'est de prendre 3-4 questions en même temps. Comme ça, vous pouvez concentrer vos réponses. Et il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Donc,
Mais déjà, on prend les questions et comme ça, vous pouvez répondre tranquillement. Et merci à tous pour vos exposés qui sont vraiment très très stimulants. Moi j'ai une question pour vous Hélène sur le scénario Négawatt. J'en ai plusieurs d'ailleurs. La première c'est comment est-ce que vous prenez en compte les améliorations technologiques sur les ENR? La deuxième qui est peut-être un peu plus structurante, c'est que en fait en France on a plusieurs façons de comptabiliser nos émissions. Donc il y a les émissions qu'on produit à l'échelle du territoire, c'est généralement, à mon avis, les données que vous utilisez. Mais si on rajoute toutes les émissions qui sont cachées, qui sont externationalisées, c'est-à-dire en gros les émissions qui sont produites en Chine par exemple, pour produire tous les objets qu'on consomme, il faudrait rajouter 60% du total des émissions du territoire en plus. Donc là, le bilan carbone de la France explose. En Chine, ces usines, elles sont alimentées beaucoup au charbon, donc quelque part, on peut dire aussi qu'on consomme beaucoup plus d'énergie carbonée, enfin de charbon que juste le territoire. Donc comment est-ce que vous analysez ça, vous? Je sais que voilà, Négawatt, vous êtes concentré sur la transition énergétique, mais il faut avoir ça en tête. Et puis finalement, petite question, je sais que vous travaillez sur un scénario à l'échelle européenne, où est-ce que vous en êtes? Oui, alors une remarque et une question sur le scénario Négawatt également. J'ai lu dans la présentation du scénario que vous aviez recours au système de stockage Power to Gas to Power, qui n'est pas un système qui a un rendement très élevé, et surtout qui, à ma connaissance, n'est pas développé à vraie échelle actuellement. Donc ma remarque, c'était que ça me semble quand même un pari technologique, même si vous vous défendez d'employer des technologies qui ne seraient pas encore parfaitement en marche actuellement. Et sinon, une autre question, c'est que le scénario table sur une division par 2 de la consommation énergétique en France, sachant que l'énergie et la création de richesses sont quand même fortement corrélées. En première approximation, ça serait une division par 2 de la richesse créée en France. Est-ce que ces conséquences récessives sont prises en compte dans le scénario? Voilà. Oui, je voulais juste faire une petite page de publicité en 15 secondes, qui est que, pour ceux qui s'intéressent à ce que nous a raconté Jean-François Caron, il y a un beau livre qui a été publié sur l'expérience de Los Angeles aux éditions Les Petits Matins. Voilà, la page de pub est terminée. En fait, il y a 2 livres. Il y en a un qui a été écrit plutôt sur la méthode de Philippe Gagnebé. Et il y en a un qui est le récit, parce que la question du récit et du storytelling est absolument majeure dans tout ce que je vous ai dit. Hein. C'est un travail de récit collectif. Bon, voilà. Et du coup, il y a un livre qu'on a en ville. À la limite, vous me contactez, on peut vous l'envoyer, mais où il y a une photo de moi et pas une phrase de moi. C'est que des propos d'habitants, que de propos de gens qui ont vécu la transformation. Et c'est extrêmement puissant comme récit, puisque c'est du récit des acteurs de la ville. Et alors, d'une manière générale, il y a un espace ressources sur la ville de Los que vous pouvez aller voir, espace ressources développement durable, où vous allez chercher des vidéos. Enfin, c'est assez bien documenté quand même. Hein. Je sais plus. Oui, bonjour. Je sais plus. Donc, agriculteur, vous disiez qu'il n'y en avait pas, il y en a un. Moi, une partie bio, une partie traditionnelle. Eh bien, je peux vous dire que tout ce qui est bio, j'ai une niche, j'arrive à en vivre. Tout ce qui est traditionnel, si je n'ai pas un prix de revient correspondant à ce que les acheteurs veulent mettre dans le pain ou dans je ne sais quel autre produit de base, je n'y arrive pas. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. J'ai un certain nombre de collègues qui ont des dimensions d'entreprise qui ne leur permettent pas, sur la viande, sur les céréales, de tirer profit de leur démarche. Autre question sur l'habitat. On est sur une ville comme La Charité, avec un habitat ancien, un petit peu, traditionnel. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'évolution de la réduction d'énergie et quand même le patrimoine? Et troisième question, par rapport à l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait des paysages si on n'a plus d'animaux? Delphine, on commence à répondre. Attends. Oui, bonjour, j'ai une question pour 2 personnes, donc j'en remets 2. Jean-François, tu as dit je crois que c'est assez important, qu'on peut faire la transition avec des gens qui sont Front National de père en fils. Et effectivement, dans ta ville, c'est comme partout ailleurs dans le bassin minier, c'est 40% aux européennes pour le Front National et les Verts arrivent à 2e, mais à 17%. Alors comment ça se passe pour que les gens votent quand même 80%? Est-ce que tu as des frictions avec tes administrés, etc. Deuxième question, c'est plutôt pour Solagral.
Solagro, oui. Solagro. C'est ça, voilà. Avec un X. Bon, je suis un peu surpris que le PNLS ne donne que 20% de préconisation sur les fruits, sur les légumes hein, de bio, alors que c'est déjà 25% dans le scolaire. Mais la question que je voulais poser, c'est que si on va vers 25, 50, 100, est-ce que vous avez réfléchi aux structures qu'il faut? C'est-à-dire, est-ce qu'on récupère les coopératives actuelles? Est-ce qu'il faut en créer d'autres? Parce que le niveau association est insuffisant pour un volume de cet ordre de production agricole devant alimenter la totalité des villes. Dernière question, et après, il faudra être assez bref parce qu'il nous reste un quart d'heure avant la fin de la conférence. Oui, alors une question par rapport aux innovations. Vos trois interventions ont insisté sur des types d'innovations qui ont tendance à montrer qu'on peut faire mieux avec moins, ou en tout cas pas moins mal avec moins de ressources, moins de consommation, etc. De l'autre côté, on a des vendeurs de technologies qui nous expliquent que les blockchains, les systèmes informatiques, etc. vont pouvoir sauver le climat, blockchain pour le climat, alors que en même temps c'est une source de consommation énergétique monstrueuse et que les externalités sont très très négatives. Comment vous arrivez à vous positionner par rapport à ces autres vendeurs de rêves, puisque l'étoile qu'ils montrent, c'est la technologie sauvera le climat? Je passe le micro à Hélène Cassin d'abord. Alors, il y a eu pas mal de questions. Je vais peut-être commencer par les questions particulières. Il y a une question sur les technologies UNR. Il se trouve que dans le réseau Négawatt, j'ai dit, c'est un réseau de praticiens. Et donc, chaque évolution, alors sur l'éolien, on va parler des éoliennes toilées, voilà, donc toutes les avancées technologiques sont évidemment prises en compte au moment où on fait le scénario, et d'un scénario à l'autre, d'ailleurs c'est décrit dans les documents, parce que c'est pas des boîtes noires, il y a toutes les hypothèses et tout ça qui sont publiques. On va changer les ratios de production pour l'éolien, en partie sur le solaire. On va rajouter des choses qui n'étaient pas dans le précédent. Donc oui, l'innovation technologique, c'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'on ne compte pas sur des ruptures technologiques de choses dont on nous dit qu'un jour, fusion thermonucléaire au hasard, ce sera accessible. Par contre, évidemment, l'incrémentation de l'efficacité des différentes technologies, elle est prise en compte. Et c'est valable sur l'isolation, c'est valable sur, même si on est surtout sur des matériaux biosourcés, on ne fait pas tout à fait les mêmes, on n'a pas tout à fait les mêmes choix de matériaux biosourcés d'isolation aujourd'hui que quand on a commencé en 2001. Donc évidemment, tout ça est pris en compte. Sur les émissions, on n'a pas fait la grande révolution de changer tous les paramètres. Par contre, ce qu'on fait, c'est les émissions effectivement du territoire, l'aviation, qui n'est pas prise en compte en général, puisque l'aviation est hors système de comptabilisation des émissions, donc là elle est prise en compte. Et sur les émissions importées ou sur l'impact à l'extérieur, sur le volet industrie et matériaux du scénario, on a une très forte relocalisation. C'est-à-dire qu'on réduit les besoins d'un certain nombre de choses qui sont majoritairement importés, et on va travailler sur, quand on a la biomasse qui explose à la fois sur l'énergie, mais aussi sur les matériaux. C'est-à-dire qu'on a des matériaux biosourcés sur l'isolation, donc c'est une relocalisation aussi économique, et donc d'une grande partie des émissions. On va réduire fortement la consommation d'acier, on va réduire fortement la consommation de béton, et de plein de biens. Les convecteurs qui sont majoritairement chinois, par exemple, les convecteurs électriques, on n'en a plus. Voilà, donc donc l'impact, ça n'a pas été le cœur, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de ça pour calculer les émissions du scénario, mais c'est là encore des bénéfices collatéraux. Alors sur le scénario européen, on est en train de construire le réseau de partenaires et de développer les premières briques pour arriver à faire un scénario européen, sachant qu'on part, évidemment c'est un truisme de pays totalement différents, mais aussi d'approche de ce qu'est un scénario, de méthodologie, etc., très différents selon nos partenaires dans les différents pays. Il y a des gens qui sont équivalents négawatts, on va dire, il y en a, c'est des plus
plus institutionnel, on va dire. Il y a des endroits où c'est des petites associations qui n'ont pas forcément tous les outils encore. Donc on progresse par cap. Il y a eu un appel à financement qui a très bien marché. Donc il y en a peut-être parmi vous qui ont participé. Mais voilà, donc on est à construire les briques pour qu'on ait un scénario européen, mais qui soit basé aussi sur des scénarios nationaux. C'est-à-dire on ne va pas faire un top-down où on fait un scénario européen où on ne tient pas compte des différents pays. Donc on va vraiment développer une méthodologie qui permet à la fois à ceux qui n'ont pas encore les outils, Negawatt a un outil, mais il y a des partenaires qui n'ont pas encore d'en développer un qui soit adapté, voilà, et en travers du développement d'outils, d'avoir un outil qui permet d'utiliser les mêmes types de données et d'arriver à des résultats agrégés, ce qui est évidemment complexe parce qu'on a des questions de frontières, d'importation, d'exportation, etc. Mais on essaye de ne pas faire un truc top-down. Il y a beaucoup de scénarios européens qui existent. La plupart, c'est des scénarios qui partent des grandes masses européennes et qui ne regardent pas comment ça marche à l'intérieur. Alors sur le power to gas, j'ai dit qu'il n'y avait pas de rupture technologique et c'est vrai que la question du power to gas nous est souvent posée. Donc le power to gas, le principe, je ne vais pas parler du principe technologique dans les détails, mais l'intérêt dans le scénario Negawatt, c'est de pouvoir valoriser quand il y a des excédents de production électrique par les énergies renouvelables. On parle beaucoup de la variabilité des énergies renouvelables ou intermittence, ça dépend dans quel cercle on est. On va pouvoir valoriser les excédents de production en transformant en hydrogène et ensuite par méthanation, on va mélanger l'hydrogène. Alors je dis mélanger, s'il y a des experts ils vont hurler, mais l'hydrogène et le CO2 pour faire du méthane. Qui est utilisé ensuite, et c'est pour ça que dans le scénario par exemple, les transports c'est moitié élec, moitié gaz. Parce qu'on a du biogaz émis par le changement de modèle, donc on a une production de biogaz, et on a ce gaz de synthèse, entre guillemets, qui vient de la valorisation des excédents de production électrique. Donc on fait appel au power to gas. Alors ça existe, pas en France. En France, il y a des démonstrateurs très chers, comme souvent en France. On commence par faire un démonstrateur très cher où on mobilise tous les industriels français, Air Liquide, McPhy, etc. Il y a des démonstrateurs de taille assez raisonnable, c'est pas du labo, hein. Par exemple en Allemagne. Donc on a, y compris aujourd'hui, des expérimentations de boucles locales avec de l'éolien, un réseau de gaz, etc. Donc en France, il y a quelques démonstrateurs. En Allemagne, il y a des choses qui sont à une échelle un peu plus importante. Donc, on a considéré qu'il était raisonnable d'en introduire dans le scénario parce que c'est la méthodologie, on va dire la technologie de stockage qui est la plus adaptée aux besoins qu'on a identifiés dans le scénario. Donc, on n'est pas sur les batteries ou de manière marginale. Par contre, ça permet un stockage intersaisonnier. Le stockage de gaz, on sait faire. Contrairement à l'électricité, c'est quand même plus simple. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de véhicules. Alors on a moins de véhicules, mais on a une pénétration du gaz assez forte dans les transports, en précisant que ce n'est pas du gaz fossile, c'est du gaz renouvelable, quelle que soit sa production. Ensuite, sur l'impact économique, la récession, alors c'est marrant parce qu'il y a un moment, on nous reprochait justement de ne pas être décroissant. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a une transformation. Déjà, la corrélation entre la consommation d'énergie et le PIB, elle n'est pas... ça fait longtemps qu'il y a eu un décrochage, heureusement, dans le monde entier. Donc, le scénario Negawatt, il consomme beaucoup moins d'énergie, mais il transforme... quand vous faites un programme de rénovation massive des logements, je peux vous dire que ça fait du boulot, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait du PIB. Donc en fait, les impacts socio-économiques, j'ai dit, c'était pas le point d'entrée. On a fait un scénario énergétique, relativement systémique, mais énergétique. Et après, on a demandé à des économistes, notamment du CIRED, de CNRS, de regarder ce que ça voulait dire en termes socio-économiques. Donc tout ça aussi sur le site internet, vous avez l'étude de CIRED, CNRS, et c'est de là que j'ai tiré les chiffres que j'ai donnés sur une amélioration de 600 000 emplois, sur la dépense globale réduite par rapport à un scénario tendanciel. Mais il y a des changements dans la structure économique, mais ce n'est pas forcément une récession, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme. Et puis, dernier point, oui, sur la rénovation, là, il faudra qu'on en parle après, parce que la rénovation, on sait rénover en maintenant le caractère patrimonial des bâtiments. Et le gros du problème qu'on a, c'est quand même... pas forcément patrimonial en France, mais on sait rénover, c'est un peu plus cher de rénover un beau bâtiment ancien que de rénover un pavillon des années 70, c'est le truc qui est le plus simple à rénover, mais on sait faire, et c'est évidemment, l'enjeu n'est pas d'aller coller la rénovation par l'extérieur sur des façades magnifiques.
Il y avait un moment, j'ai noté pourquoi faire. Oui, on parle des mythes technologiques ou des étoiles qui brillent et qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Jean-François. Je crois que et c'est valable aussi pour la discussion sur à quel moment on rentre soit en résistance, soit en innovation, soit en désobéissance. Il faut toujours questionner quand on vous dit c'est bien ou quand on vous dit c'est pas bien, c'est pas possible, etc. Il faut toujours questionner le sens. Pourquoi faire ? Quel est l'objectif ? Quels sont les ordres de grandeur ? Et ça, c'est vraiment valable pour tout. C'est-à-dire pour les trucs qui brillent et dont on ne voit pas bien le sujet, et quand on demande à quelqu'un qui fait la promotion de tel ou tel type de nouveauté, on dit ça sert à quoi ? Ça répond à quel besoin ? C'est quoi le modèle économique ? Alors là, déjà, bon. Et c'est, je pense que c'est le bon sens qui permet, et dans la désobéissance, il y a aussi questionné les services réglementaires en disant oui, mais l'objectif, c'est quoi ? Parce que moi, je suis conforme à l'objectif. Alors après, le moyen, c'est peut-être pas tout à fait le même. Mais c'est quoi votre objectif et pourquoi est-ce qu'il y a cette règle-là ? Et souvent, quand on regarde la règle, c'est pas ce qu'on nous en a dit dans le service juridique. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, comme on me dit qu'on est pressé, je voulais juste signaler que pour ceux qui veulent plus d'infos, tout le scénario After 2050, il est décrit dans une brochure. J'en ai amené quelques-unes pour ceux qui veulent la lire dans le train, mais il est en accès libre sur notre site internet. Il est téléchargeable et gratuitement et en accès libre. Et les questions d'assiette, c'est une nouvelle sur les questions bionutrinet et tout ça. Ça s'appelle le revers de l'assiette. Pareil. Quelques brochures ici et puis quelques flyers du site OSAE pour ceux qui sont intéressés. Alors pour les questions qui ont été posées, la moitié en bio, la moitié en conventionnel. Alors dans le scénario à 2050, c'est 45% en bio, 45% en production qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire qui est basée quand même sur les principes de la bio, c'est-à-dire recours plutôt à la biologie qu'à la chimie comme intrant, et puis un grand respect du travail du sol, mais en production intégrée, on ne s'interdit pas le recours à un peu d'engrais azoté si nécessaire ou à un pesticide à un moment donné s'il y a vraiment péril pour la culture. Donc on n'est pas en bio, mais on est sur un mode de production assez différent. Et alors on a laissé 10%, c'est 45% en fait, et on a laissé 10% parce qu'on s'est dit qu'il y aurait forcément des irréductibles. En ce qui concerne les animaux, il y en aura peut-être plus, mais on ne sait pas. En ce qui concerne les animaux, il n'est pas question de faire disparaître les animaux, en particulier tous ceux qui broutent de l'herbe. Ceux qui sont visés, c'est plutôt ceux qui mangent du tourteau de soja importé des Amériques avec d'autres problèmes d'impact sur l'environnement, des granivores et des porcs élevés en batterie, donc des modes de production d'élevage un petit peu différents. Mais les vaches sur nos prairies, elles restent. On n'a pas dit, on n'est pas sur un scénario végétarien, on est sur un scénario où on passe de 2/3 à 1/3. Donc il y a une réduction de la consommation de viande et de lait, mais il n'y a pas zéro. Donc on aura encore des vaches dans les prairies. Et en matière économique, Hélène a parlé des bénéfices collatéraux. Donc nous, on a fait faire, parce qu'on n'est pas économiste, une approche économique du scénario. En termes d'emploi, on perd moins d'emplois agricoles, on n'en crée pas plus que dans le scénario tendanciel. Vous savez qu'aujourd'hui, la population agricole est en forte diminution. Le scénario After limite un peu les dégâts, on va dire. En termes d'assiette, la bonne nouvelle, c'est que les ménages dépensent moins pour leur consommation alimentaire, parce que la viande et le lait, si vous faites vos courses toutes les semaines, c'est quand même la partie la plus chère du panier. Donc si on réduit un peu cette partie-là, il y a moins de dépenses. Et alors, comme on est un peu utopiste, on pense que cet argent gagné, il peut contribuer à rémunérer correctement les agriculteurs qui produisent au vrai coût de production. Alors ça, c'est pas effectivement, ça passe par un travail sur le système plus important.
Pour le PNNS, je me suis effectivement, il n'y a pas de pourcentage affiché. Ils disent, je viens de relire, ils disent qu'il faut privilégier les aliments issus de l'agriculture biologique, mais il n'y a pas de pourcentage imposé. Et pour ce qui est de la mise en œuvre, la mise en œuvre, c'est pas dans les scénarios à 2050 qu'on l'a fait, mais c'est sur les territoires avec les programmes alimentaires territoriaux, les fameux PAT, où les territoires peuvent commencer à réfléchir comment ils vont alimenter leur cantine et si organiser l'agriculture locale pour les produits qu'on peut produire localement et changer les modes de production. Enfin, c'est vraiment à l'échelle des territoires qu'on va travailler à la fois le besoin, la production et puis les infrastructures de distribution, les plateformes pour rassembler les produits, etc. Et il y a quelques territoires qui sont déjà engagés dans ces voies où ça se passe plutôt bien. Et en matière, moi j'ai longtemps travaillé sur l'énergie et je travaille maintenant plutôt sur ces questions d'alimentation. En matière d'entrée dans la transition alimentaire est plutôt plus facile que la transition énergétique. Pour commencer, parce que ça parle à tout le monde, c'est plus concret que l'énergie, et je vous invite pour les prochaines municipales, puisque c'est nos prochaines échéances électorales, à regarder ce qui va être proposé ou à faire des propositions sur ces questions-là. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Jean-François Caron. Donc je voulais répondre à Alain Lipietz parce que c'est une vraie question intéressante. Donc le score du Front National à Los Angeles est un excellent résultat pour moi, puisque toutes les communes autour font 55%. Et donc Los Angeles avec 40% à sociologie équivalente, c'est un excellent résultat. Bien sûr, dit comme ça peut vous paraître surréaliste. Les 2/3 de nos conseillers départementaux sont FN, et aux prochaines élections, il y a un risque d'une bascule massive. Et donc le fascisme du XXIe siècle s'invente chez nous. Mais il s'invente dans des lieux de désespérance absolue, de gens qui ont été en déclassement total, qui ont travaillé pendant 2 siècles, et ce qui les a constitués, et le système les rejette. Donc dès qu'on est dans des questions déconnectées du local, et pour le coup les européennes, ça colle complètement à ça, mais on a la même chose au présidentiel, les absences de perspective globale, le rejet de la mondialisation, le sentiment de ne pas être armé pour les enjeux du XXIe siècle, nous à qui on demandait des bras, et aujourd'hui il faut être réactif, créatif, adaptable, agile. Ah oui, agile. Alors vous imaginez demander aux anciens mineurs d'être agiles, c'est compliqué. Ils sont capables de le faire, mais c'est un processus, quoi. Bon, donc du coup, ça explique que, oui, la sociologie fait que ça fait quand même 40%. Ceci étant, les mêmes me disent, mais vous savez, monsieur le maire, il n'y a aucun problème. Pour vous, on va voter aux élections. D'ailleurs, en 2014, Le Pen, elle avait fait louer des garages, etc., pour faire une liste contre moi. Et ils n'ont pas réussi. Les gens venaient me voir en disant, ah non, il ne faut pas toucher à Los Angeles. Il ne faut pas toucher à Los Angeles. Alors là, comme pour Le Pen, Los Angeles est une grosse épine dans son pied, parce que ça veut dire qu'il y a une alternative sur les décombres d'un modèle socialo-communiste canal historique, pour faire court. Du coup, c'est un sujet extrêmement sensible pour elle, et elle y met beaucoup de moyens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, le local n'éclaire pas encore suffisamment le global. Donc l'expérience de l'os est prise comme très intéressante à l'échelle locale, et les gens disent c'est ça que je veux, enfin globalement, et c'est pour ça que la question c'est celle du changement d'échelle. Et ma phrase de conclusion, c'est de dire que je pense que c'est les territoires qui vont réinventer le global. Ça n'est pas penser global, agir local. C'est penser local, agir, non, c'est agir local, donc penser local, et donc pensée globale, et qu'il y a quelque chose, il y a une dialectique entre les deux. D'abord l'action, puisqu'on est devant une page blanche, d'abord l'action. Et de l'action, on sort des éléments, de l'observation, presque l'évaluation. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on ait des villes paires qui partagent ça, et que ces villes paires fassent système entre elles, et que progressivement, ça permet d'avoir un code source qualifié, un référentiel qualifié, et que ça puisse à un moment donné basculer dans la généralisation. Le mot très positif, c'est que depuis 1 an, il y a une bascule des territoires, il y a une attente du comment de la transition. Et ça, c'est ce qui se joue. D'ailleurs, les municipales, de ce point de vue-là, ça va être passionnant.
Bah, merci beaucoup pour ce mot positif de la fin. Ravie d'avoir pu animer un débat positif et je vous invite à aller assister à la conférence de clôture.